Bonjour à tous. Comme d'habitude, je remercie Caroline et Bernard de nous offrir ce lieu et ce moment qui sont très importants pour nous, je crois, pour moi en tout cas. Et je voudrais dédicacer cette conférence à mon ami Simon Lincel qui est là-bas et qui filme. Alors nous sommes réunis ici parce que nous sommes malheureux. En tout cas, si vous n'en êtes pas convaincu, je crois qu'il faut que vous consultiez. Nous sommes mélancoliques, en proie au désespoir, angoissés. Nous sommes malheureux de n'être pas indifférents dans un monde qui tend vers l'indifférence, vers le même, vers ce nihil qu'est l'entropie. Autour de nous, le bruit s'installe quand nous aimerions entendre à nouveau des mélodies. Le bruit de l'indifférence, la mort du singulier, la perte d'individualité qui accompagne le nihilisme contemporain tient en un assourdissement des possibilités de bifurcation pour les êtres qui devraient penser et donc bifurquer. Cet assourdissement, cet empêchement d'entendre les voix des sirènes de la bifurcation, celles qui ont appelé Boutès, celles qui tuent aussi, mais que l'on peut choisir de voir avant de mourir. Cet assourdissement se fait dans le plus assourdissant des vacarmes monotones, les hurlements incessants des appels à la consommation du même, au confort pour soi-même et entre soi. Cet empêchement de la pensée produit du même, c'est-à-dire de l'entropie. Non pas que l'entropie doive être assimilée, comme le croient les cybernéticiens, au plus probable, mais parce que l'entropie correspond à une perte de normativité, comme le disait si bien Georges Canguilhem dans Le normal et le pathologique. Les individuels dont parlait hier Paolo Vignola, qui sont créés par le nihilisme contemporain et dont malheureusement nous faisons partie, même si nous essayons encore de penser, ces individuels sont anthropisés par la destruction de leur volonté, laquelle est la condition de leur capacité à créer de nouvelles normes, c'est-à-dire de la différence dans le même. Mais ils sont aussi anthropisés par la destruction subséquente de leur capacité à penser, c'est-à-dire à raisonner. Ils sont enfin, je crois, anthropisés par l'oubli qui les caractérise de penser dans la pensée la plus ancienne et la plus sage, celle qui dit rien de trop. Rien de trop est la réponse que nous aimerions donner à l'anthropocène et au nihilisme contemporain. Rien de trop est la réponse néganthropique, avec un A et avec un H, à l'entropie. Rien de trop est la thérapeutique dont nous affublons nos pharmacas. Nous nous voulons néganthropologues, avec un A et un H, c'est-à-dire pharmacologues. Les mots sont neufs dans notre boîte à outils, entropie, néganthropie, mais ils renvoient à ceux dont nous parlons depuis longtemps, le pharmacone. Il est toujours bon de nous souvenir que le pharmacone est ce qui produit toujours la maladie, c'est-à-dire l'entropie. Mais parfois, dans le même temps, et tout à la fois, il arrive que le pharmacone produise le remède, c'est-à-dire la néganthropie. Ce n'est pas si rare d'ailleurs quand on y pense. Les problèmes commencent cependant lorsqu'on oublie que la production du remède s'accompagne nécessairement de la production du poison. Là est la clé. Mais aujourd'hui, nous pensons le pharmacone à travers de nouveaux outils. Il ne s'agit pas de faire comme si poison et entropie, ou remède et néganthropie étaient équivalents. Si tel était le cas, à quoi bon utiliser de nouveaux outils ? J'aimerais aujourd'hui essayer de penser l'apport épistémologique de ces nouveaux outils pour notre pensée. Nous allons pour cela étudier le schème de fonctionnement de l'entropie et celui de la néganthropie, qui sont des outils, c'est-à-dire des objets techniques, des pharmacas, producteurs de poison, dans notre cas de brume spirituelle, et qui, si nous ne prenons pas soin de les penser, peuvent se révéler n'être que ce que Gaston Bachelard appelait des obstacles épistémologiques, c'est-à-dire des empêchements de la pensée. L'idée même de néganthropocène avancée par Bernard présuppose une extension du concept d'entropie qui dès lors n'est plus confiné au domaine physique, ni même biologique ou informationnel. Pour lui, il y a de l'entropie et de la néganthropie organologiques, c'est-à-dire psycho, physio, socio-techniques. Nombreux sont ceux parmi les physiciens qui contesteraient une telle analogie. Pour eux, le simple fait de parler d'entropie négative ou de néganthropie
est déjà sinon une faute, au moins un obstacle épistémologique, que même une pensée athlétique ne saurait sauter. À la décharge de ces puristes, il faut bien dire que les notions d'entropie et de négantropie ont été utilisées dans bien des domaines de l'esprit sans y avoir forcément été correctement introduites, parfois au prix de graves méprises. Néanmoins, je crois comme Bernard qu'il est possible de produire analogiquement une entropie organologique. Je suis convaincu de ce point de vue que l'un des aspects les plus importants de la pensée de Simondon est son insistance sur la valeur de l'analogie en philosophie. Il ne s'agit pas de statuer sur le droit que l'on aurait de butiner chez les autres, mais de reconnaître l'indispensable besoin que l'on a dans le domaine de la pensée de transduire analogiquement des schèmes opératoires afin de se donner les moyens de bifurquer. La question n'est pas, selon moi, peut-on parler d'entropie en dehors du domaine physique, mais plutôt pourquoi et comment le schème de l'entropie peut-il nous permettre de penser aujourd'hui ? La première chose à faire si nous voulons parler d'entropie, et donc de négantropie, est de bien nous saisir d'un schème de fonctionnement, c'est-à-dire d'une opération de la pensée, d'un mouvement imaginaire. Qu'en est-il du schème de l'entropie ? Avant de transduire ce schème vers l'organologie générale, nous devons comprendre comment il s'inscrit dans son lieu d'origine. Il nous faut revenir à la thermodynamique. L'entropie est une grandeur physique. Le second principe de la thermodynamique statue sur l'évolution de cette grandeur. Il dit que la valeur de l'entropie croît dans un système fermé, et ce jusqu'à atteindre l'équilibre thermodynamique, c'est-à-dire l'équilibre thermique et chimique, ou encore l'épuisement dans ce système fermé de tout potentiel thermodynamique. Lorsqu'un système fermé atteint l'équilibre, il est stable et absolument froid, c'est-à-dire dépourvu d'énergie potentielle, et donc de toute possibilité de transformation. Récapitulons, l'entropie est une valeur, une mesure. Au zéro absolu, à l'équilibre, cette mesure égale 0. Or, le second principe dit que cette mesure croît. Cela signifie que l'entropie, en dehors de sa valeur maximale, est une valeur inférieure à 0, c'est-à-dire un chiffre négatif. Pour croître et se rapprocher de 0, l'entropie, qui est un chiffre naviguant toujours dans la région du moins, se voit ajouter du plus. Plus de quoi ? La conception statistique de la thermodynamique de Boltzmann et de Gibbs après lui introduit la notion de désordre. Pour le dire simplement, plus la chaleur augmente dans le système fermé et plus le désordre augmente. L'agitation thermique mélange des molécules et des atomes qui auparavant étaient séparés. Le chiffre de l'entropie est étroitement lié à l'augmentation du désordre. Récapitulons encore une fois. Dans un système fermé, plus le désordre augmente, plus l'entropie augmente et plus on se rapproche de l'équilibre qui fera de ce système une structure stable, sans potentiel énergétique, absolument froide. Maintenant, qu'est-ce que la négantropie ? Et quel est son schème ? Nous voyons tout de suite qu'il ne peut s'agir que d'un schème en dialogue étroit avec le schème de l'entropie. La négantropie est une entropie négative. Elle n'est rien par soi, elle est apparemment un moins supplémentaire dans le schème entropique. Ce moins va contre le plus d'entropie qui est un plus de désordre. La négantropie en apparence correspond à l'apparition d'un ordre qui va contre le désordre. Mais dépassons les premières apparences et tentons d'éviter l'obstacle. Si nous voulons produire le schème sans tomber dans le panneau, nous devons nous souvenir de 2 points. D'abord que la production négantropique s'accompagne toujours d'une production entropique. Pour le dire autrement, la production locale d'un ordre implique toujours l'apparition globale d'un désordre. Pour la globalité du système, il y a bien réduction, mais il ne s'agit pas d'une réduction de l'entropie. La réduction qui a lieu est une réduction du taux d'accroissement de l'entropie. L'entropie croît toujours. Cela s'explique parce que l'occurrence négantropique se décompose en un impact négantropique local et en un impact entropique collatéral au niveau global. On pourrait retourner le mot de Hölderlin et dire que là où est ce qui sauve, croît aussi le péril. Dans un recoin du système, l'entropie aura décru significativement, mais dans un autre recoin, elle aura considérablement augmenté. Au final, pour le système pris dans son entier, on assiste à un ralentissement de l'accroissement de l'entropie. La négantropie ne saurait en effet être une victoire sur l'entropie. Elle ne peut être qu'un obstacle sur son chemin, un frein. Pourquoi cela ? Tout simplement parce que le second principe de la thermodynamique le dit très clairement. Dans un système fermé, l'entropie croît. Cela étant dit, le schème n'est pas encore tout à fait clair, car la négantropie n'est pas un simple frein de l'entropie.
L'occurrence négantropique doit être conçue non seulement comme un obstacle, mais aussi comme une bifurcation. De cette notion, Ilya Prigogine et Isabelle Stengers vont nous donner une définition. On appelle bifurcation le point critique à partir duquel un nouvel état devient possible. L'occurrence négantropique n'est donc pas seulement un obstacle sur le chemin de l'entropie, elle est aussi le point critique mettant en jeu un passage à la limite vers un nouvel état du système. Nous le savons chez Simondon et pour la science physique, ce point critique correspond à ce que l'on nomme la métastabilité. Une bifurcation n'est autre chose que l'ouverture d'une métastabilité, l'ouverture d'un système à une potentialité. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre schème ? Cela veut dire que l'apparition d'une occurrence négantropique, si elle freine l'accroissement de l'entropie dans le système, est en même temps une ouverture dans ce système. Bien sûr, dans un système fermé, tout cela n'est pas de rigueur. L'entropie croît inlassablement vers l'équilibre et aucune ouverture n'est envisageable. En tout cas au niveau global, car en son sein, dans le système fermé, il peut héberger des systèmes locaux ouverts. Mais le système fermé, celui autour duquel s'énonce le second principe de la thermodynamique, est de toute façon un cas particulier. En vérité, de nombreux êtres dans la nature, vivants ou non, se présentent comme des systèmes ouverts, c'est-à-dire capables de produire des occurrences négantropiques, des bifurcations. Et ces bifurcations sont des ralentissements locaux de l'entropie globale, tout en même temps qu'elles sont des relances locales de métastabilité. Chaque bifurcation occasionnée est un appel en direction d'une bifurcation prochaine. La bifurcation négantropique est une manifestation de la différence avec un A. La négantropie est donc à la fois un frein à l'accroissement anthropique et l'ouverture de nouvelles potentialités. Mais en quoi consiste ce frein et cette ouverture ? Doit-on considérer que la négantropie est la production d'un ordre au sein du désordre, comme la théorie physique le laisse entendre ? Nous aurions des raisons de le croire si nous en étions restés à une conception de la négantropie comme simple frein. Il serait logique de concevoir ce qui diffère l'accroissement du désordre comme la production de son contraire, c'est-à-dire de l'ordre. Mais nous avons dépassé cette conception et nous disons maintenant que la négantropie est aussi une ouverture. Or, la notion d'ordre nous empêche de penser la métastabilité comme ouverture parce qu'elle renvoie à l'idée de la structure, de la stabilité, de la fixité. La notion d'ordre suggère un obstacle sur le chemin du désordre. Il manque à la notion d'ordre l'idée de l'ouverture qui est propre à la bifurcation négantropique. Ce que l'occurrence négantropique produit n'est pas un ordre, une norme, c'est une organisation, une normativité. Pour le comprendre, il va nous falloir examiner des exemples d'occurrences négantropiques. On sait que des phénomènes négantropiques surviennent au sein de systèmes physico-chimiques loin de l'équilibre, comme le montre par exemple la formation de structures dissipatives, observables à l'œil nu au cours de la réaction de Belousov-Zhabotinsky, dont je reparlerai tout à l'heure. Mais le premier qui a parlé explicitement d'entropie négative fut Erwin Schrödinger, dans ce petit livre « Qu'est-ce que la vie ?», où il procéda à une transduction de la notion d'entropie hors du domaine de la physique pour l'appliquer dans le cadre biologique. C'est dans ce cadre qu'il amena l'idée de l'entropie négative, c'est-à-dire de la négantropie. Cependant, les considérations de Schrödinger ne peuvent pas nous suffire. En effet, dans ce texte, le physicien associe la négantropie à l'ordre. Ce n'est d'ailleurs pas étonnant, dans la mesure où il laisse entendre que la valeur de l'entropie peut être maintenue via la création d'ordre à un niveau stationnaire, ce que nous savons être impossible. Ou alors, Schrödinger ne veut parler que d'un maintien de la valeur anthropique au seul niveau local, mais lui ne parle pas de localité, il ne précise pas tout cela. Schrödinger associe la négantropie vitale, c'est-à-dire organique, à la consommation d'ordre. Par exemple, l'ingestion par un animal des composés organiques plus ou moins complexes qui leur servent d'aliment. Ce faisant, il considère le système vivant comme une machine, je cite son texte. Et il manque de voir en quoi une machine, c'est-à-dire un mécanisme, ne peut jamais être la source productive de bifurcation négantropique. Une machine ne peut qu'être le vecteur d'un acte négantropique. C'est qu'en oubliant dans son schème le second aspect de la négantropie, à savoir son aspect de bifurcation, et en se contentant du premier, celui du frein au désordre, Schrödinger ne voit pas que l'être vivant ne se contente pas de consommer de l'ordre pour freiner son entropie, c'est-à-dire sa propre mort. L'être vivant est négantropique dans la mesure où il produit lui-même de l'ordre. C'est ce que Georges Canguilhem appelait la normativité du vivant, sa capacité d'auto-organisation.
tout comme la négantropie physique dans le cas de la réaction de Belousov-Zhabotinsky, qui consiste en une organisation des molécules les unes par les autres, la négantropie biologique consiste en une organisation des êtres vivants par eux-mêmes. Nous pouvons sans peine étendre ces conclusions à l'organologie générale en disant que l'organologique, c'est ce qui s'auto-organologise via une triple normativité. Normativité de l'organe endosomatique, y compris la psyché, qui se donne, quitte à s'en rendre malade, de nouvelles normes, c'est-à-dire une nouvelle physiologie. Normativité de l'organisation sociale, qui se donne, quitte à controverser ou à faire la guerre, des règles de vie. Normativité enfin de l'organe exosomatique, qui appelle, via des insuffisances ou des dysfonctionnements et via le rêve et le désir qu'il provoque chez celui qui s'en sert, sa transformation technique. Si Schrödinger ne pense pas jusqu'au bout le schème de la négantropie, il dit néanmoins une chose très importante qui va nous permettre de compléter encore notre compréhension du schème. Voici ce qu'il écrit. Comment l'organisme vivant retarde-t-il la décadence? La réponse est évidente, en mangeant, buvant, respirant, et dans le cas des plantes, en assimilant. Le terme technique est métabolisme. Le mot grec, métabalein, signifie changer ou échanger. Ce qui rend possible la bifurcation négantropique est un échange. Cela vaut d'ailleurs autant au niveau physique qu'au niveau biologique ou organologique. La bifurcation négantropique, qui est un frein local à l'entropie globale, ne peut se produire qu'à travers un échange entre le système et son milieu. L'échange négantropique consiste donc en une extraction depuis la nature et en un rejet d'entropie dans la nature. Souvenons-nous alors de ce que disait Norbert Wiener dans son livre « Cybernétique et société ». Plus nous extrayons du monde, moins nous y laissons. Il faut reconnaître ce fait pour comprendre l'Anthropocène et comprendre que nous pouvons en sortir vers un néganthropocène. Citons Wiener à nouveau. Nous avons modifié si radicalement notre milieu que nous devons nous modifier nous-mêmes pour vivre à l'échelle de ce nouvel environnement. Deux choses sont à entendre ici. D'une part, Wiener nous dit que l'époque qui est la nôtre, celle de l'Anthropocène, est le fait de l'être humain, celui dont on a coutume d'attendre qu'il pense. Mais c'est aussi de ce dernier que Wiener croit pouvoir attendre qu'il se sauve, en se transformant. Wiener croit à l'être noétique seul capable de se sauver, en sauvant son environnement. Et nous, ici, qui sommes malheureux mais pas encore désespérés, nous y croyons aussi. Ce n'est pas rien quand on y pense. Cela revient à dire que l'être noétique est le seul à pouvoir négantropiser, si on peut dire, à négantropiser assez ou assez bien pour réaliser une aussi grande chose que celle-ci. Mais avant de nous demander comment il serait possible à l'être noétique de sauver le monde, demandons-nous comment un être supposément capable de super-négantropie, si je puis dire, a pu produire l'Anthropocène, c'est-à-dire l'âge anthropique. Une réponse parmi d'autres pourrait être la suivante. L'anthropos avec un A et un H s'est constitué anthropos avec un E, en oubliant ou en négligeant de se représenter le schème de l'entropie et celui de la négantropie. Mais ne blâmons pas trop vite cet être noétique oublieux, car même lorsqu'une piqûre de rappel surgit, comme par exemple lorsque Norbert Wiener nous rappelle que les réserves de la Terre sont limitées, alors l'oubli surgit aussi. Rien de plus naturel au fond qu'à l'acte négantropique de Wiener soit accolé un oubli anthropique. Mais quel est cet oubli? Wiener oublie ce qu'il venait de rappeler, à savoir que l'être noétique est seul capable de se sauver. Succombant au schème incomplet faisant équivaloir la négantropie et l'ordre, le même schème qui nous posait problème chez Schrödinger, Wiener se perd dans l'idée que les machines sont productrices de négantropie. Or, nous l'avons dit, la machine ne produit pas d'ordre par elle-même. Elle obéit à un programme. Une machine ne produit rien que l'on ne lui ait demandé de produire. Elle n'est pas capable de normativité. Elle ne peut pas s'auto-différencier. Cette confusion de Wiener et des cybernéticiens avec lui, autour du schème de la négantropie et de la notion d'ordre, est symptomatique de ce qui a contribué à l'époque anthropique. Pourquoi l'Anthropocène? On pourrait répondre en disant ceci. Parce que la création d'ordre, par exemple la construction d'une voiture par une machine sur une chaîne d'assemblage, ne suffit pas à freiner l'accroissement de l'entropie. Parce que l'action, ou pour le dire plus justement le fonctionnement d'une machine, car une machine n'agit pas, elle fonctionne, le fonctionnement d'une machine n'est pas une bifurcation, ce n'est pas une ouverture. Dans Cybernétique et société, Wiener pose la question suivante. Doit-on ou non inclure les machines dans le sens du mot « vie »
si la vie est comprise comme ce qui peut aller contre l'entropie croissante? À cette question, il faut répondre bien évidemment non. Cela ne signifie pas qu'une intelligence artificielle capable de représentation ne pourrait pas entrer dans la catégorie du vivant, c'est-à-dire de l'inorganique, non pas seulement organisé, mais aussi organologisé. Un être artificiel, un embryon in vitro tout autant qu'un cyborg dont parlait Bernard hier, si tant est qu'il est capable de normativité, doit en fait être considéré comme vivant et comme potentiellement négantropique. Quant à la machine, en tant que machine, capable d'habitude, de volition, de réflexe et de rétroaction, elle ne doit pas l'être. Quoi qu'il en soit, la question de Wiener me semble en fait mal posée. Si le vivant est fondamentalement empreint d'un potentiel négantropique, on ne peut pas pour autant assimiler le vivant avec la négantropie. Nous l'avons vu tout à l'heure, il y a de la négantropie physique, par exemple celle que l'on observe sous la forme de structures dissipatives dans le cadre de la réaction de Belousov-Jabotinsky. Cette négantropie-là, qui est bien un frein à l'accroissement de l'entropie à travers un échange et l'occasion d'une différence avec un A, à travers une transformation du milieu, cette négantropie-là n'engage pas la vie mais la matière. Ce qui différencie les molécules de la réaction chimique et les machines de Wiener, c'est que les premières, les molécules, sont capables de bifurcation, quand les secondes ne le sont pas. La même différence sépare la machine de l'être noétique. Wiener le dit lui-même. Il dit « Nous pouvons donner un but à des machines. » La machine est incapable d'improviser à partir d'un potentiel et elle est incapable d'ouvrir sur de nouveaux potentiels. La machine ne peut pas relancer la métastabilité négantropique, elle ne peut pas occasionner de bifurcation par elle-même car elle n'est pas capable d'auto-organisation. Une autre question se pose alors plus importante en réalité. Qu'est-ce qui différencie l'être noétique des molécules de la réaction chimique ou même du vivant en général? Y aurait-il 2 poids et 2 mesures au royaume de la négantropie? C'est bien d'une question de mesure dont il s'agit. Ni le composé chimique, ni le renard, pour prendre un exemple d'être négantropique vivant, ne sont capables de mesurer. Comme la rose de Silésius dont parle Heidegger dans le principe de raison, leur potentiel négantropique est son pourquoi. Le renard négantropise parce qu'il négantropise. Et la réaction chimique fait apparaître des bifurcations parce qu'elle fait apparaître des bifurcations. Mais l'être noétique, parfois, quand il pense et se montre volontaire, quand il mesure ses actes, est un être qui bifurque en réponse à un pourquoi. Parfois, non content de vivre en vertu du principe de raison, l'être noétique se révèle être un être rationnel. Les autres entités empreintes de négantropie sont différentielles avec un A, mais elles ne peuvent se représenter la différence qu'elles font. La machine, elle non plus, ne pense pas et elle n'agit pas. Elle est manipulée par l'être doué de raison. L'être qui pense s'il en a la volonté. Celui-là même qui est seul en mesure de se transformer, capable qu'il est de normativité négantropique, afin de se sauver en sauvant le monde. Alors parmi tous les êtres vivants et parmi toutes les entités capables de produire des bifurcations, qu'il s'agisse de structures dissipatives d'un coquelicot ou d'un renard, pourquoi l'être noétique serait-il le seul à pouvoir sauver le monde? L'être noétique est seul qui puisse sauver le monde, car il est le seul à savoir que le monde a besoin d'être sauvé. Comment dès lors sortir de l'Anthropocène pour celui dont on attend qu'il pense encore? Pour commencer à répondre à cette question, il faut penser dans le schème de la négantropie, il faut y faire attention et voir que c'est cette attention qui compte le plus. En effet, la négantropie est la réduction d'une valeur, et en tant que telle, elle a un lien à cette valeur. Ceci non pas seulement parce qu'elle en participe, au titre de l'entropie collatérale dont j'ai parlé tout à l'heure, mais parce que la négantropie est réduction de l'entropie. En ce sens, tout acte produisant de la négantropie est, d'une certaine manière, tourné vers la valeur de l'entropie, sciemment, consciemment ou inconsciemment. L'acte négantropique noétique, véritable, est alors nécessairement un soin, un souci, une attention. Et cette attention, si elle est portée comme il faut, est nécessairement quasi-causale, dans la mesure où le geste négantropique noétique sait, entre guillemets, qu'il produit par ailleurs de l'entropie. Ce geste peut conduire à l'élaboration d'une parole ou d'une chose, c'est-à-dire d'un pharmacone. Celui-ci, bien qu'issu d'un geste négantropique noétique, n'est pas négantropique. Il est pharmacologique, c'est-à-dire vecteur d'entropie et potentiellement vecteur de négantropie. Cette potentialité peut être actualisée si l'être noétique y met du sien. Le pharmacone demande de la justesse, et c'est l'être rationnel qui peut faire les justes choix et les ajustements nécessaires
afin de garantir au pharmacone dont il est le berger de participer d'une négantropie organologique. Cela est d'autant plus capital que la rétention tertiaire qu'est le pharmacone est la condition de la raison. La prise de soin noétique et rationnelle du pharmacone est donc une sorte de spirale qui peut se révéler être un cercle vicieux. Sans raison, pas de soin, et sans soin, pas de raison. C'est ce qui conduit Gilbert Simondon à faire de l'apprentissage social des techniques comme soin apporté au schème de la négantropie la condition de la raison, et c'est ce qui conduit Bernard à faire de la transindividuation et de la désautomatisation les conditions de la sortie de l'Anthropocène. Cet être noétique, Aristote l'appelait aussi zoon logon, ce que les latins ont traduit par animal rationnel, celui qui est doué de raison, celui qui peut rendre raison. Si la création d'ordre nous a paru insuffisante pour définir la négantropie, c'est parce que l'ordre seul ne fait pas sens. Lorsqu'une réaction chimique produit de l'ordre, elle ne produit pas forcément du sens. Il faut une liaison aux normes, un liant à l'ordre, avant qu'il ne soit possible d'en rendre raison, d'en faire sens. La raison est le liant du su, du vu et de l'attendu. Elle est ce qui produit et maintient les consistances. On pourrait ici objecter, comme le ferait peut-être Kantameyasu, que la négantropie n'a pas attendu le zoon logon et que ce dernier n'est qu'un stade récent du processus universel de négantropisation. C'est vrai après tout. Pourquoi la raison ? Pourquoi l'ordre pensé ? Ne suffit-il pas qu'au sein du chaos, des poches locales d'ordre apparaissent ? La question revient, à quoi bon ? Si nul ne doit en saisir le sens, ou plutôt si nul ne doit en chercher le sens, à quoi bon ? Que tout s'égalise, que l'univers cesse de se dilater, que toute vie disparaisse, à quoi bon ? À quoi mal ? Les questions ne valent plus même alors. La tâche fondamentale du zoon logon, son occupation première, son seul intéressement, c'est l'interprétation, la quête du sens. Sens que l'on ne doit pas confondre avec la signification au sens de von Uexküll. La tique évolue dans un umwelt de signification, mais elle n'a pas de rapport au sens, c'est-à-dire à la raison. C'est pourquoi l'herméneutique est au centre de nos préoccupations aujourd'hui. Parce que les êtres qui devraient essayer de penser ont aujourd'hui oublié qu'ils pouvaient le faire et qu'ils devaient le faire. Si la quête du sens, celle de tous les grands héros de la littérature, Orphée et ses mystères, Ulysse aux 1000 ruses, Socrate, Perceval le Gallois, Bouvard et Pécuchet, le narrateur de la recherche de Proust, qui sont tous des disciples de Hermès, je le dis en passant, si la quête du sens disparaît, à quoi bon la vie ? C'est une question qui se pose très sérieusement aujourd'hui d'ailleurs. Or, nous devons nous mettre dans l'esprit que l'herméneutique ne va pas sans mesure. L'herméneutique, l'art de l'interprétation, est un travail qui s'effectue dans la justesse de la mesure. L'interprétation est un travail négantropique qui ouvre sur l'infinité d'une relance. L'interprète se trouve toujours en position de réinterpréter. Mais en même temps, si face à un événement, à un texte ou à un pharmacone, il n'y a jamais une seule bonne interprétation, toute interprétation n'en est pas pour autant valide. Le traducteur, par exemple, qui est un herméneute, peut bien choisir parmi différentes solutions pour rendre raison d'un mot. Mais il n'est pas libre de le traduire n'importe comment. Il doit être mesuré, et c'est pourquoi l'on peut parler de la justesse d'une traduction. Il est important de nous souvenir de cela et de ne pas oublier que si raison et entendement doivent être distingués dans la lignée de la critique de la raison pure, et comme Bernard le rappelle régulièrement, ils ne doivent pas pour autant être séparés. Dans son cours, Heidegger nous parle du principe de raison. Et il nous dit « Une chose quelconque n'est acceptée comme étant que lorsqu'elle est assurée pour notre activité représentative comme objet calculable. » Il faut, pour rendre compte de la raison, pouvoir calculer, mesurer les objets auxquels la raison, comme liant, permet de se tenir devant nos yeux. La négantropie noétique a ceci de particulier qu'elle permet de voir le produit du geste négantropique, car le pharmacone, produit par l'être doué de raison, est l'objet calculable. Récapitulons un instant. Ce qui différencie la négantropie noétique, celle du pourquoi, de la négantropie universelle, celle du parce que, c'est que la première se saisit elle-même comme toujours des genres anthropiques, comme seulement localement négantropiques, et qu'elle rend possible un calcul de l'entropie et donc une mesure de la justesse négantropique. La question de la mesure et celle du calcul, qui sont deux questions différentes, sont alors doublement importantes pour nous, puisque d'une part, la mesure est ce sur quoi repose l'interprétation, tout comme l'automatisme est ce qui rend possible l'improvisation, mais aussi parce qu'il nous faut élaborer une pharmacologie du calcul, à travers sans doute un dialogue avec les mathématiciens. En effet, si nous devons être rationnels, il nous faut aussi nous montrer raisonnables, c'est-à-dire mesurés.
Nous ne devons pas nous laisser aller à écouter constamment le principe de raison jusqu'à être à ses ordres, comme le dit Heidegger. Nous ne devons pas devenir les esclaves du calcul et de l'information tels qu'ils sont tendanciellement ceux vers quoi, d'après lui, l'essence de la technique nous dirige. La raison commence par une mesure du rapport que l'être noétique entretient à la mesure et au calcul. Cette mesure pharmacologique sera un enjeu capital de nos futurs travaux puisque le système de redistribution fondé sur le revenu contributif, car s'industrialise va mettre en place en Seine-Saint-Denis, sera bâti sur un système herméneutique de la mesure de la valeur négantropique du travail et sur un système algorithmique de dialectique assistée par ordinateur, c'est-à-dire reposant sur le calcul. Nous sommes les enfants de cette époque paradoxale, l'époque du capitalisme computationnel qui est l'époque du calcul intégral et qui est aussi celle où il est devenu presque impossible pour nous de prendre le temps de compter. L'heure de la vitesse de la lumière est pourtant celle où ce qui compte le plus est la mesure. Ce contre quoi nous nous battons n'est pas infini, ce n'est pas le mal, avec un grand M. Notre maxime ne doit pas d'abord être une maxime éthique, c'est-à-dire religieuse. Notre maxime doit d'abord être une maxime rationnelle, c'est-à-dire tragique. Ma maxime tient en 3 mots, rien de trop. Ces mots, attribués à Solon d'Athènes, le législateur, avaient été inscrits au fronton du sanctuaire de Delphes, de manière à ce que les Grecs qui venaient consulter la Pythie se souviennent du danger de l'hubris, de l'excès. Ces mots sont pour moi la réponse négantropique avec un A et un H au pharmacone, une ruse de la raison face à l'entropie. Car la négantropie n'est pas une affaire de justice. La négantropie n'est ni une justice, ni même un équilibre. Elle n'est pas le bien avec un grand B, mais une expression de la quasi-causalité, c'est-à-dire une justesse. De même, d'ailleurs, l'entropie n'est pas le mal avec un M, un grand M, pardon. Elle est ce que les Grecs disaient ananke, c'est-à-dire la nécessité. La pensée de la justice, celle du bien et du mal, est une pensée du tout ou rien, une pensée de la valeur morale infinie. Mais ce qui se joue dans le pharmacone, c'est une pensée de la valeur mesurable, du métron, et pas de l'éthos. À ce titre, la loi morale est elle-même un pharmacone, et la justice est indexée à la justesse, à la métrique. Mais la métrique du tout juste n'est pas ce qui dépend d'un calcul, c'est une mesure qui tient au coup d'œil, à ce que les stoïciens appelaient l'oistokia, et au kairos. C'est une mesure subjective et transindividualisable, mais ce n'est pas une essence objective. Contrairement à ce que se voudrait l'éthos, le métron du pharmacone est le propre d'un surrationalisme, comme disait Bachelard, capable de poursuivre l'individuation de son jugement et d'en produire une critique. S'il veut se sauver de l'entropie, l'être noétique doit rendre raison de ses actes. Il doit connaître le schème de la négantropie et savoir qu'il ne pourra jamais se sauver de l'entropie que de justesse. Rien de trop doit être son maître mot, et s'il est italien, l'être noétique dira « non troppo ». Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons envisager ce néganthropocène que, pour l'occasion, je rebaptiserai, si vous me l'accordez, non tropocène. Merci.